bois, on vise uniquement les isolants minéraux. Donc la question, effectivement, est de savoir, pour les isolants biosourcés, comment on fait? Et donc, pour les isolants biosourcés, on est forcément sur des techniques qu'on appelle non traditionnelles. Donc, ça sous-entend d'avoir des solutions avec des référentiels propres, euh, c'est-à-dire individuels, ou alors ça peut être collectif, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de référentiel collectif qui encadre les isolants biosourcés. Donc, on est forcément sur des avis techniques, des appréciations expérimentales, DTA, qui existent ou pas. Et pour l'ITE in situ, aujourd'hui, la seule solution qui est en phase de devenir une technique courante est la solution avec fibre de bois, qui aujourd'hui, sans faire de pub, aujourd'hui, Steico est à notre connaissance le seul fabricant d'isolants industriels biosourcés à proposer ce qu'on appelle une ETN, enquête de techniques nouvelles, alors qui n'est pas considérée comme une technique courante aujourd'hui, mais qui permet d'être une première marche, une première étape pour tendre vers une technique courante. Et pour en avoir discuté avec Steico, d'ici à peu près une année, devrait transformer cette ETN en avis technique. Et sorti de la solution de Steico, aujourd'hui, en, en ITE, sur site, in situ, on n'a aucune autre solution en technique courante, en isolant biosourcé. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Il y a aussi des pistes sur l'ITE paille qui est en cours. Mais aujourd'hui, l'ITE paille, même si on commence à avoir des chantiers sortir, l'ITE paille n'est pas considéré comme technique courante. Et là aussi, on peut espérer que d'ici peut-être 1 ou 2 ans, on puisse avoir une mise à jour des règles professionnelles de l'isolation paille pour intégrer l'ITE paille. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, on a l'ITE préfabriqué, FOB, où là, en fin de compte, on n'est pas sur les mêmes référentiels. On est sur un DTU, donc c'est le DTU 31.4, qui est souvent évoqué pour de la FOB en neuf, mais la FOB peut être aussi utilisée en rénovation. Et là, en fait, quand on creuse un petit peu, on peut trouver des solutions d'ITE préfabriquées intégrant des isolants biosourcés. On a plus de solutions, en fin de compte, aujourd'hui, sur de l'isolation biosourcée avec ce système-là. Où là, on va retrouver de la fibre de bois. Donc, vous avez plusieurs fabricants qui ont des avis techniques compatibles avec le 31.4. On a aussi des isolants type ouate de cellulose, textile recyclé ou ouate de cellulose seul. On a le système chanvre lin coton qui est développé par la Cavac Biomatériaux Biofiltrio. Et puis plus récemment, la paille hachée avec Yellow qui développe un système de d'ATEX compatible en FOB 31.4 et aussi 31.2 par ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, et pour finir cette introduction, juste pour qu'on puisse avoir un petit peu, grosso modo, le tableau de ces solutions, l'ITE avec enduit sur isolant ETX, aujourd'hui, est une solution aussi, on a pas mal de solutions sous avis technique ou DTA. Alors, les DTU, il n'y en a qu'un seul, c'est évidemment le DTU maçonnerie, parce qu'on est sur support maçonnerie, mais si on est sur support ossature bois, le 31.2 mentionne aussi des solutions d'ETX, où on peut très bien, en neuf, voire en rénovation, intégrer une isolation thermique par l'extérieur ETX sur un support bois. Et sinon, on a des cahiers techniques du CSTB, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous les ai mis pour information. Vous aurez le support après la présentation, après le webinaire, évidemment, pour regarder en détail. Et vous voyez effectivement dans le tableau que sur les ETX fibres de bois, on a pléthore de solutions sous avis technique sur support béton ou sur support ossature bois. Je les ai mis, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, je vais laisser la main directement désormais au groupe ISOR et je vais laisser donc Frédéric Dourdin du groupe ISOR prendre la main. Je vais arrêter mon partage et je vais laisser Frédéric directement partager son support et je vais le laisser se présenter. Donc, il est directeur régional Atlantique et Nord-Aquitaine pour le groupe ISOR Bâtiment. ISOR Bâtiment, donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans les travaux d'enveloppe du bâtiment, en particulier sur l'isolation par l'extérieur par bardage rapporté, sur des immeubles collectifs, mais pas que, sur des ERP. Et ISOR Bâtiment met en œuvre également des façades ossature bois préfabriquées. Je pense que Frédéric, tu vas nous évoquer aussi cette approche aussi FOB. Et donc, je te laisse la main directement. Merci. Merci Maxime et bonjour, bonjour à tous. Alors pour moi c'est une première, alors je vais faire de mon mieux. Voilà, donc effectivement, donc ça fait, je suis directeur régional chez Isor, ça fait 9 ans que je suis dans l'entreprise. Mes missions principales, c'est le développement commercial de la région 44-49 et Nord-Aquitaine.
Je supervise aussi les équipes travaux et j'ai diverses missions au niveau de la direction, sécurité, formation, recrutement. Le groupe Isor, c'est une société de 1989. Nous sommes aujourd'hui 170 personnes et on réalise un chiffre d'affaires de 42 millions. Vous voyez sur la petite carte de France en bas à droite notre zone d'intervention, grand quart nord-ouest de la France. Nos activités donc, sont le bardage multiproduit hors la couverture, l'endumin sur isolant, le ravalement hors projeté, donc les impairs, les décoratifs, l'étanchéité liquide sur les balcons, la métallerie attenante à la façade, hein, les garde-corps, les persiennes, les brise-soleil et la mise en œuvre, pas la fabrication, la mise en œuvre de façades ossature bois avec des partenaires industriels. Vous l'a dit Maxime, nos clients sont les logements sociaux, les copropriétés, les ERP, aussi du logement neuf et actuellement une grande référence sur le secteur nantais, donc c'est sur le CHU où on réalise à peu près 60% des façades. On répond en macro-lot, en lot séparé, en groupement et en conception-réalisation. Concernant la partie on va dire biosourcée, comme notre confrère Isolavie, on peut réaliser des enduits sur isolant avec de la fibre de bois. On réalise dans le cadre de bardage ventilé la mise en œuvre d'isolants biosourcés en respectant effectivement tout le cadre réglementaire qui a été évoqué par Maxime. Et on réalise la pose de façade ossature bois, à Guérande et Nantes-Bourderie actuellement, avec l'industriel Cibois. En complément de ce qu'a pu évoquer Maxime, sur la partie réglementaire, en fait, nous, notre approche systématique, c'est la réglementation incendie. Parce que quand on parle d'isolation biosourcés ou d'éléments biosourcés, on pense au bois et forcément on pense au feu tout de suite. Et donc il nous paraissait important de vous communiquer, hein. C'est un sujet hyper complexe, mais en tout cas de vous redonner quelques notions importantes. L'instruction technique 249 qui traite l'incendie sur les bâtiments, qui est un texte de base. Et après, forcément, vous avez une décomposition en fonction du type de bâtiment que vous avez. Et donc, la première information dont nous avons besoin chez Isor et que par la fois on court après, les ERP, on le sait assez facilement, mais habitation première ou deuxième famille, avec l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié. Donc, c'est les bâtiments les plus simples en termes d'approche parce qu'il n'y a pas de contraintes particulières par rapport aux isolants et à l'incendie. Et ça devient plus compliqué à partir de la troisième famille. Et pour ceux qui sont connaisseurs, vous savez, il y a la troisième famille A et la troisième famille B. Là, pour avoir la précision, ça devient un peu plus compliqué en démarrage de chantier. Et donc là, forcément, pour la pose de bardage, ces dernières années est sorti des appréciations de laboratoire que chaque fournisseur produit pour qui étudie la propagation au feu. Et ça, c'est un élément indispensable à avoir lors de la conception de vos projets. Et quand on parle d'isolation biosourcée, on va parler du guide de préconisation bois, qui est un APL. Et donc, il faut vraiment connaître ces documents en phase conception. Et quand nous passons au bâtiment quatrième famille, et là, c'est aussi sous appréciation de laboratoire, mais il est important de savoir que on va dire, tous les matériaux en façade doivent être classés A2 S1 D0. Et là, ça réduit complètement le nombre de choix possibles
sur ce type d'habitation. Donc, quatrième famille, c'est la règle, c'est au-dessus de 28 mètres. Voilà, on passe en bâtiment quatrième famille. Et faut encore faire un focus plus précis parce que ça limite les choix. Et pour tourner donc les IGH, les immeubles de grande hauteur, donc supérieurs à 50 mètres, c'est le cas le plus défavorable. Et ce qui va se rajouter, donc en fait, c'est les mêmes contraintes que le bâtiment quatrième famille, mais va venir s'ajouter à ça une commission spécifique. Et elle n'ira jamais de manière plus. Enfin, elle prendra de base la réglementation quatrième famille, mais elle risque d'ajouter des éléments techniques complémentaires pour traiter l'incendie en façade. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, commencez toujours par étudier vos projets par le biais incendie, comme nous, on peut le faire, et nous solliciter si besoin, afin de bien appréhender votre projet et éviter d'avoir des solutions qui tombent à l'eau au bout de plusieurs mois si au niveau de l'incendie, ça dysfonctionne. Donc, chez Isor, depuis 2021, on fait nos bilans carbone au niveau de l'entreprise. Et on a développé avec notre ERP donc, ce qu'on appelle des devis carbone. Et on s'est amusé. Bon, si ça a été amusant, on a compilé un certain nombre de devis pour vous donner en bardage ventilé les proportions sur 1 mètre carré de bardage ventilé, le poids carbone que représentent les différents mises en œuvre. Et ce qu'on vous souligne, c'est que bah, le choix du parement au jour d'aujourd'hui, c'est 32% du point carbone d'1 mètre carré. Et il est important dans vos choix, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, que le choix du parement doit être pertinent pour réduire l'empreinte carbone de votre façade. C'est la première chose qu'il faut regarder. Ce qui est assez ignoré, c'est les profils de finition, parce qu'en fait, on fait des complexes de plus en plus importants en termes de complexes, 200, 250 mm, et en fait, ça a un impact sur le développé des couvertines, des tableaux linteau-appui, donc ce qu'on appelle les profilés de finition, et ça a un gros impact sur le poids carbone du complexe. Donc, en œuvre, par exemple, hein, des menuiseries qui sont posées en tunnel intérieur, va forcément maximiser les développés des tableaux linteau-appui. Donc, c'est des choses qu'il faut bien regarder. Ensuite, l'ossature, le troisième poste, on va dire qu'historiquement, on faisait beaucoup d'ossature bois. Et avec les conditions économiques des années, en fait, les ossatures métalliques sont devenues à des prix quasiment égaux à l'ossature bois. Et donc, on a basculé vers l'ossature métallique parce qu'il y avait moins de risques de mise en œuvre, plus de pérennité dans le temps. Mais au jour d'aujourd'hui, si on veut baisser l'empreinte carbone d'1 mètre carré de bardage, la solution de revenir sur de l'ossature bois est pertinente à partir du moment où on respecte quelques précautions de mise en œuvre qu'on connaît. Et bien sûr, regarder de nouveau l'incendie avant, parce qu'on peut, sur certains bâtiments, bah, l'ossature bois ne sera pas possible, mais ne pas mettre de côté systématiquement l'ossature bois au jour d'aujourd'hui sur certains de vos projets, qui sera un gain économique et un gain carbone. Et les deux dernières choses donc, que je souhaite vous partager, bah, c'est la main-d'œuvre. En fait, en faisant notre bilan carbone au sein de l'entreprise, Isor a décidé dans ses devis carbone de rapporter notre bilan carbone, donc notre société Isor, bah, nos véhicules, nos bâtiments, nos conventions électriques, les chariots sur les chantiers. Bah, ça crée un bilan carbone pour l'entreprise et de la rapporter au nombre d'heures produites annuelles chez Isor. Et donc, ça a un impact significatif. Donc, plus nous mettons du temps à poser des complexes, plus l'empreinte carbone sur la main-d'œuvre est importante. Et pour finir, l'isolation, aujourd'hui, ça représente uniquement 7% du poids carbone d'1 mètre carré de bardage. Donc, pour nous, avant de se positionner sur l'isolation, il y a d'autres sujets plus prépondérants qui sont à regarder. Voilà, on souhaitait faire un retour sur la pose de façade ossature bois.
C'est de notre point de vue Isor en tant que poseur. On sait qu'il existe des entreprises qui font la fabrication et la pose. Ils auront peut-être un autre point de vue. Donc, c'est plutôt un partage d'expérience qu'on vous fait au jour d'aujourd'hui. Et on est prêt à échanger avec d'autres sur ces sujets-là. Donc, les avantages pour nous de la pose de façade ossature bois en réhabilitation. C'est des emplois importants de matériaux biosourcés, une amélioration des conditions de travail des salariés en atelier, une pose des menuiseries si elles étaient faites en atelier, selon nous, plus qualitatif. On réduit les délais de chantier. On peut réduire les gènes des occupants en fonction des typologies. Et il y a un contrôle qualité en usine qui est meilleur que sur site. À contrario, ça demande des ouvriers qualifiés, plus importants. Euh, on voit les ATEX qui sortent actuellement avec des recoupements au niveau des nez de dalle, entre les façades. Donc on estime que la liberté architecturale est diminuée. S'il existe des corniches, des balcons, on a fait aussi sur des pointes de maison, sur des pignons, ça devient beaucoup plus difficile la mise en œuvre est plus compliquée et plus longue pour nous. On se dit que par rapport à la masse qu'on emmène, l'empreinte carbone est à comparer. On n'a pas tous les éléments pour, mais on se pose la question. Actuellement, selon les échos de nos clients, c'est quand même un prix supérieur. Mais l'objectif, c'est forcément de diminuer les coûts dans les années à venir par l'industrialisation. Donc, on espère tous que ça tendra à des prix meilleurs. Et tout ce qui est l'espace autour du bâtiment, voilà, dès qu'on voit sur la photo des nacelles, de l'empierrement, s'il y a des forts vents en fonction de l'espace de stockage, c'est une vraie contrainte. Et donc, pour conclure pour la présentation de notre partie ISOR, on souhaitait vous dire que voilà, on a lancé notre projet Ambition 2030. Donc, c'est notre vision à 5 ans qu'on fait tous les 5 ans. On se reprojette à 5 ans au niveau de l'entreprise. Et donc, on a orienté nos ambitions sur l'humain parce que l'ADN de l'entreprise ISOR, c'est de faire par ses propres moyens. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire par nos propres moyens? C'est d'avoir vraiment une expertise. Donc voilà, c'est vraiment de rester des experts sur la maîtrise de la conception de nos ouvrages, parce que avec l'humain en interne et notre expertise, on se dit que pour construire un avenir durable, on va avoir parfaitement la maîtrise et de pouvoir avoir ce genre d'échange avec vous. Isor est une entreprise qui reste en veille permanente. Ça veut dire sur toutes les innovations. Donc là, on en parle d'isolation paille. On attend avec impatience la réglementation, tout ce qui va sortir et toute l'innovation qui va se faire autour de cet isolant-là. Nous, on est prêt à y aller, à faire nos premiers chantiers avec. Voilà, on attend vraiment les solutions pour ça. Et bien sûr, par contre, c'est toujours innovation égale réglementation. Donc, on regarde la partie technique et incendie, mais on va aller aussi chercher si environnementalement, c'est un vrai plus pour demain. Parce que parfois, certains fournisseurs industriels présentent des nouveaux projets commerciaux et on se rend compte qu'ils ne sont pas si bons pour l'environnement de demain. Et on les challenge au quotidien pour leur dire qu'il faut qu'ils revoient leur copie. Et donc, en fait, l'impact positif, ce n'est pas que la partie carbone, c'est aussi pour nous la biodiversité. On a participé à la rédaction de guide de préconisation de la LPO, donc je vous invite à le télécharger quand vous concevez vos façades pour préserver la biodiversité. Donc on intègre des nichoirs, on pense au réemploi, on essaie de l'employer. Dans notre conception, on va sur la démontabilité des ouvrages. Aujourd'hui, il faut que les ouvrages qu'on conçoit aujourd'hui soient démontables et peut-être réemployés d'une manière différente. Et vraiment, notre motivation, c'est d'avoir une influence positive à travers des échanges sincères et constructifs pour l'avenir. Voilà, j'ai terminé pour ma partie et puis je te passe la main, Guillaume, ou Maxime va faire la transition, j'imagine. Merci à Merci. tous.
Merci Frédéric. Donc, je le rappelle, hein, n'hésitez pas à poser vos questions ou alors à les réserver pour tout à l'heure, hein. Vous pourrez aussi les poser directement, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, je vais laisser la parole à Guilhem Huet de Froberville, qui est chargé d'affaires chez Isolavi. Isolavi, qui est une société qui a été créée il y a à peu près 15 ans par Jérôme de Roquigny, et donc qui est spécialisée dans l'ITE sous enduit et le ravalement pour les particuliers et les professionnels. Et Isolavi intervient pour la réalisation d'ITE sous enduit, alors fibre de bois, liège, mais aussi laine de roche, pour des copropriétés, des écoles, des mairies, des bailleurs, des syndics. Voilà, donc je vais laisser la parole à Guilhem qui a partagé son support. Merci Guilhem. Alors, bonjour à tous. Merci Maxime, merci Frédéric. Effectivement, aujourd'hui, Isolavi, moi je vais plus vous parler d'ITO biosourcé, donc avec enduit pour des projets qui seraient en neuf ou en rénovation. Isolavi, si vous ne nous connaissez pas, je vais y arriver, voilà. Nos métiers, c'est l'isolation par l'extérieur sous enduit, le ravalement de façade. La société existe depuis 2009. Elle a été créée par Jérôme de Roquigny, avec qui je me suis associé il y a 4 ans. Cette année, on va être 70 personnes, une dizaine de personnes au bureau et on a une soixantaine de personnes sur le terrain. Voilà, on est situé à Saint-Luz-sur-Loire, pardon, à côté de Nantes, chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. On fait depuis 2015, donc 2000, à peu près 2000 chantiers, et certifié Calibat et RGE. Nos clients, donc on vient du monde de la maison individuelle. On a été créé, on travaillait uniquement pour les maisons individuelles via des particuliers en direct, architectes, maîtres d'œuvre. Et puis depuis une dizaine d'années, depuis que je suis arrivé dans la société, on travaille de plus en plus effectivement avec les syndics en copropriété, architectes, maîtres d'œuvre aussi sur du collectif. Et puis en appel d'offres public, groupe scolaire, EHPAD, du logement, tout ça effectivement plutôt sur de la rénovation majoritairement et du neuf sur certains projets. On a un secteur géographique qui évolue un petit peu. On est historiquement, on se donne une limite d'intervention autour de Nantes, une heure de route là pour pas faire effectivement trop de d'aller-retour. Et on est de plus en plus appelé dans le Morbihan, dans le 85, et puis là, on en joue un petit peu moins, mais voilà, on a quelques projets qui sortent sur ces zones-là. Donc on reste quand même assez local. En réseau, on est membre du réseau FIBOIS, forcément, là, ça fait au moins une dizaine d'années. Et puis du réseau Ecobat Développement, que vous connaissez peut-être. C'est pareil, ça doit faire une douzaine d'années qu'on fait partie du réseau Ecobat, qui est un réseau qui prône la construction et la rénovation écologique et solidaire. C'est bon, apparemment. L'isolation par l'extérieur, donc sous enduit, Maxime vous a parlé des réglementations. En termes d'isolation biosourcée, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'ITE qui sont sous avis technique. Donc aujourd'hui, on a deux gros types d'isolants. Donc la fibre de bois, qui est l'isolant le plus utilisé sur l'isolation par l'extérieur, et le liège qu'on retrouve un petit peu moins. Voilà, c'est des produits en liège qui vont plutôt être utilisés, que nous on va utiliser en tout cas pour la gestion des soubassements. Voilà, tous ces projets-là se font plutôt en neuf et rénovation, je vous le disais, sur de la maçonnerie, mais aussi beaucoup sur ossature bois. Dans le cas de l'ossature bois, c'est vrai que c'est plutôt en général, l'ITE sert plutôt de support d'enduit. On a souvent des épaisseurs d'isolant qui sont un peu moindres, ça peut être entre 4 et 10 cm, qui sont un complément d'isolation, mais qui servent surtout support d'enduit pour permettre d'avoir un aspect esthétique différent du bardage. En réglementation, l'isolation extérieure sous enduit est un peu plus contrainte en termes de hauteur par rapport à du bardage.
Sur de la maçonnerie, on est sur des contraintes de hauteur de 28 mètres. Et l'ossature bois, en fonction des fournisseurs, on a des hauteurs qui varient entre 9 et 15 mètres. Donc, effectivement, dans la conception et dans le choix des matériaux, il faut avoir ça en tête. Les contraintes qu'on va retrouver principalement en termes d'incendie, ça va être le respect du C+D. Si vous ne connaissez pas, c'est la distance entre deux ouvertures d'étage qui doit avoir une distance minimale. Si cette distance-là n'est pas respectée, on doit ajouter effectivement des bancs de coupe-feu en laine de roche entre chaque niveau. Ou dans le cadre d'ossature bois, ça peut être aussi d'ajouter des pré-cadres aux menuiseries pour éviter la propagation au feu. Un autre sujet sur la réglementation, c'est le sismique. On n'est pas forcément confronté ça sur la rénovation, ou en tout cas moins. Sur le neuf, un petit peu plus, c'est le poids du complexe. On a été confronté à ce sujet-là, notamment là, sur la construction du lycée de Saint-Philibert de Rolieux avec Format 6, où l'architecte avait choisi un enduit de finition qui déterminait un poids maximum. Et donc, on a dû travailler avec plusieurs fournisseurs pour avoir le poids le moins important pour rentrer dans le cadre du sismique. Les avantages et inconvénients des produits biosourcés, vous les connaissez sans doute. J'en reparle un petit peu ici. La fibre de bois, elle est beaucoup utilisée. On va dire que le gros sujet, c'est le déphasage, le confort d'été. Un sujet qu'on entend un petit peu moins parler, nous, c'est la perméabilité à la vapeur d'eau. C'est vrai qu'Isolavie, on fait de l'isolation par l'extérieur depuis une quinzaine d'années. Pour nous, ça reste un argument phare, surtout sur de la maison individuelle, où on va avoir des maisons qui vont être avec par exemple des parements en pierre. Voilà, ça a peut-être moins d'impact sur du parpaing ou sur du béton banché, mais sur de la maison en pierre, ça nous paraît essentiel de rester sur des produits biosourcés pour la perméabilité à la vapeur d'eau. Effectivement, il y a un impact environnemental et carbone qui est faible. Et la fibre de bois et donc le liège sont les procédés sous avis technique. On en a parlé tout à l'heure avec Maxime. Vous avez aujourd'hui d'autres procédés dont on entend beaucoup parler, effectivement, la paille, mais qui sortent un petit peu du cadre, même si c'est réalisable. En termes d'inconvénients, la contrainte incendie, c'est vrai que sur l'isolation par extérieur sous enduit, avec l'expérience qu'Isolavia, j'ai pas l'impression qu'on soit trop freiné. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités sur l'immeuble, on va dire, restreint en hauteur. 28 mètres, on commence à être sur des beaux bâtiments. Le prix qui est un petit peu plus élevé, sachant que là-dessus, il y a des efforts qui sont faits, notamment des industriels depuis quelques années, parce que la fibre de bois se développe beaucoup. Après, j'ai toujours tendance à dire le prix, si vous prenez des matériaux pétrochimiques, vous achetez pas forcément une solution complète, notamment pour le confort d'été. Donc voilà, il faut peut-être comparer ce qui est comparable. Un inconvénient, on travaille pas mal sur le sujet avec les fournisseurs, notamment Steico et d'autres, sur les chutes d'isolants qui sont non valorisées. Donc aujourd'hui, ça nous pose problème d'avoir des chutes d'isolants qui partent en enfouissement. Et, les discussions sont en cours et il va y avoir des avancées prochaines. Et puis moi, j'aurais tendance à dire un inconvénient aussi. Le dernier inconvénient, c'est qu'il y a moins d'acteurs qui sont formés. Voilà, même si on voit que beaucoup d'entreprises s'y mettent, ce qui est une bonne chose, mais il faut prendre le temps de faire les choses. Je voulais vous présenter, j'ai 4 projets à vous présenter, l'exemple de chantier qu'on a réalisé pour vous montrer ce qui est possible de faire. Le premier, c'est le groupe scolaire Fellono qu'on a réalisé il y a 2 ans, avec la ville de Nantes, architecte Atelier Giette, qui est à Bordeaux. Donc, c'était un projet d'isolation par l'extérieur qu'on a réalisé sur ossature bois, qui a été construite par SCA.
Donc ça, c'était pour une partie extension, donc on peut voir ici. Et puis une autre partie sur maçonnerie, sur un élément qui était neuf aussi. Voilà, la contrainte principale du projet, c'était les bandes de laine de roche qu'on aperçoit ici, et puis sur l'ossature bois qu'on voit ici. Voilà, ça reste, en tout cas pour Isolavie, je trouve que ça reste des contraintes qui sont largement, voilà, c'est une contrainte pour moi légère, quoi. Donc ça, c'est le cas d'un groupe scolaire, donc c'est assez intéressant. Deuxième exemple de chantier, le chantier en Belly. Donc ça, c'est une construction neuve de logement avec le groupe Réalité qu'on a dû faire ça il y a 5-6 ans. Architecte PADW qui est situé à Nantes. Et nous, notre projet, donc c'était effectivement toujours l'isolation par l'extérieur, ici sur Ossature-Bois. On représente toutes les parties blanches. J'aime bien ce projet-là parce que l'architecte, effectivement, a mis un panache de finition en façade, du bardage, du profilé métallique, je suis en train de perdre le nom, pardon, de l'enduit, et puis du béton ici qu'on peut voir. Voilà, le projet est assez joli. Et sur ce projet-là, pour le coup, on avait une contrainte qui était un peu plus forte, plutôt en termes de coût. C'est que toutes les menuiseries, on- on- pour toutes les menuiseries, pardon, on a dû installer des précadres en aluminium. Donc c'est assez coûteux, ces précadres-là. Voilà, en technique de mise en œuvre, c'est pas forcément très compliqué, mais c'est plutôt une problématique de coût. Voilà, pour ce projet. Troisième projet, c'est un projet un peu plus récent là, qu'on a réalisé à Nantes pour une copropriété. En maîtrise d'ouvrage, on a travaillé avec Coudray-Lorraine, l'architecte qui est situé à Rosé, dans l'entreprise Solicité. Et là, on est sur un projet de isolation extérieure en fibre de bois. La maîtrise d'ouvrage, donc les copropriétaires ont pris le parti de partir sur de la fibre de bois. Euh, on a trouvé notre contrainte incendie de bande de laine de roche. Les autres contraintes qu'on peut avoir sur ce genre de projet, notamment en rénovation, c'est plutôt les interfaces, j'en parlerai un petit peu après, mais toutes les interfaces chantier que vous pouvez avoir entre la couverture, la dépose-repose des garde-corps. Ici, on avait une réalisation d'étanchéité sur les balcons, donc il y a pas mal d'interactions, et puis tous les éléments en façade qui vont être ajoutés, l'isolation des sous-bassements qui n'est pas à négliger aussi. On reste sur une rénovation, comme vous pouvez le voir ici en copropriété, avec des balcons qui étaient fabriqués avec des voiles béton à cet endroit-là. Donc on a dû faire des retours d'isolation sur ces voiles pour éviter la propagation du pont thermique. Un pont thermique qui reste toujours un peu sur ce genre de copropriété-là, c'est malheureusement le balcon. À part le supprimer, on peut pas faire grand-chose de plus. Voilà, il y a des projets sur lesquels on a pu travailler où les balcons sont supprimés et rapportés en façade une fois que l'isolation par extérieur est réalisée. Et ça, c'était le dernier projet. Exemple de maison individuelle. J'aime bien cette maison parce qu'elle permet de montrer que l'isolation par l'extérieur, c'est pas forcément platonique. Voilà, on peut faire de jolies choses. En tout cas, c'est mon avis. Euh, on a effectivement toujours sur une maison en maçonnerie, en pierre. Le projet a été réalisé chez un particulier avec l'architecte François Mouzet. Euh, Ce projet-là c'était sur une rénovation globale, donc il y a un sarking qu'on peut apercevoir ici qui a été fait aussi en fibre de bois. Euh, et puis avec toute une gestion effectivement des points de détail, garde-corps ici avec ajout de plots de renfort pour éviter les ponts thermiques, des appuis qui ont été reconstitués, les encadrements en surépaisseur en enduit qui ont été réinstallés, et puis effectivement une marquise ici qui a été installée, donc nécessitant des plots de renfort qui sont installés dans l'isolation par l'extérieur, et puis tout le soubassement qu'on voit pas très bien ici, mais qui a été réalisé en liège pour le coup. Voilà, c'est des zones qui vont être
qui sont amenés à d'avoir un peu plus les pieds dans l'eau. Donc, il faut plutôt privilégier des matériaux imputrescibles. Voilà, on prend le parti de réaliser ça en liège et on voit des projets où c'est réalisé en polystyrène, mais voilà, c'est un peu plus cohérent sur la fibre de bois. Les points de vigilance, j'en parlais tout à l'heure un petit peu, il y en a certains que vous allez retrouver. C'est le stockage des matériaux. Effectivement, quand vous venez livrer de la fibre de bois sur un projet, alors en général, c'est assez c'est palettisé et puis c'est bien protégé, mais c'est des matériaux qui peuvent craindre l'eau en phase chantier. La mise en œuvre qui me paraît importante, mais j'allais dire que ce soit biosourcé ou non, ça reste un peu le même sujet. Euh, la coordination des entreprises, c'est vrai que nous, c'est des sujets qu'on prête un peu attention sur notamment les phases couverture, protection des appuis de fenêtre. Si l'enchaînement ne se fait pas très bien, vous pouvez avoir des problématiques d'infiltration d'eau alors que les enduits sont terminés. Donc ça, on essaie d'être vigilant. On doit protéger nos ouvrages, mais on essaie quand même de rester vigilant sur ces points-là, même s'il peut y avoir voilà, des petits soucis sur certains chantiers. Dans le cadre des ossatures bois, c'est bien de prévoir des protections provisoires parce que souvent, il peut y avoir un petit delta de timing entre l'ossature bois qui est installée, effectivement, c'est assez rapide, et puis le façadier qui intervient, monter les échafaudages, il peut y avoir des intempéries. Donc, s'il y a une protection provisoire de l'ossature bois, ça permet de travailler dans le bâtiment ou dans la maison, euh, et puis d'éviter de l'infiltration à l'intérieur de l'ossature. Et puis tous les détails techniques dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, les appuis de fenêtre qui sont des points d'entrée d'eau. Mais encore une fois, je trouve que c'est toujours un peu le même sujet, que ce soit pour du biosourcé ou non. La jonction avec les autres matériaux, voilà, venir plaquer une fibre de bois contre un mur, pour moi, il faut mettre un profil de jonction en rail d'arrêt avec du compris-bande. Les toitures et les couvertines, je vous en ai parlé, effectivement, que ce soit des débords de toiture qui soient suffisants. Et puis des éléments qui soient installés soit effectivement avant la réalisation de l'isolation par l'extérieur, soit que les couvertines, tant qu'elles ne sont pas posées, il y a une petite protection en tête. Les renforts pour les éléments de façade qui me paraissent aussi importants. Voilà, ne pas oublier, vous avez un luminaire à installer, mais de prévoir ces plots-là, parce que ça peut créer des désordres à terme. Voilà, un électricien qui viendra installer un luminaire alors qu'il n'y a pas de plot derrière et qu'il n'a pas forcément les outils. On ne peut pas tout accrocher sur une isolation par l'extérieur. Le respect des dilatations et puis ensuite, j'en parlais tout à l'heure, la gestion des ponts thermiques, voilà, qui n'est pas forcément toujours commode dans la rénovation notamment, mais on peut faire quand même pas mal de choses. En perspective, je trouve que par expérience, ça fait 10 ans que je travaille pour quasiment 10 ans que je travaille pour Isolavi. Je trouve qu'il y a une réelle prise de conscience, effectivement, dans mes débuts chez Isolavi. Je trouvais qu'on parlait beaucoup d'isolation par l'extérieur à des gens voilà, à qui qui avaient jamais entendu parler de ça. Euh, En fibre de bois. Aujourd'hui, effectivement, on nous appelle systématiquement, quasiment, pour travailler sur ce genre de projet. Donc, on est content que ça avance. Donc, les donneurs d'ordre aussi s'y mettent, c'est très bien. Concepteurs et professionnels, le webinaire d'aujourd'hui prouve qu'effectivement, il y a un intérêt sur ces sujets-là. Je vous remercie. Les particuliers, puis effectivement, les métropoles. J'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que sur la rénovation des copropriétés en BBC aujourd'hui, notre métropole abonde en aide si les projets sont passés en biosourcé. Donc c'est vrai que ça met pour moi, c'est un coup d'accélérateur pour ces projets-là et pour la filière tout entière. Ça va mettre un bon coup de boost, donc c'est une bonne chose. Maxime vous a parlé un peu effectivement, d'isolation par l'extérieur sous paille. Aujourd'hui, il y a un projet en cours dans l'est de la France. Il faudrait qu'on en parle avec Dewi de chez ProPaille en R+9. Alors, j'ai pas plus
d'informations sur le projet, mais je vais me renseigner parce qu'effectivement, nous, c'est des sujets sur lesquels on reste vigilant et on regarde aussi ce qui se fait. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé de partir là-dessus, mais on a des demandes. Et puis en sujet aussi, c'est en isolation extérieure, le chanvre qui est soumis aux règles professionnelles. Voilà pour les perspectives. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vrai que je ne me suis pas présenté. Guillaume Huette, Société de la Vie. Et moi, je suis chargé d'affaires dans la société, donc je réponds aux appels d'offres et puis aux demandes clients. Merci à tous. Merci. Merci, Guillaume. Tu coupes tout. C'est bon. Oui, alors avant de passer aux questions, j'aimerais reprendre la main sur mon support et juste vous montrer pour conclure quelques outils à disposition que je trouve intéressants. Euh, je pense que c'est bon, vous devez voir mon support, ouais, c'est bon. Alors pardon, il s'est remis depuis le début. Excusez-moi, je suis obligé de repasser. Ça rame un petit peu. Bon, j'espère aussi que vous n'avez pas eu de problème de connexion parce que j'ai l'impression que les slides avançaient un peu de manière aléatoire selon les connexions. Donc j'espère que ça a été bon pour vous. Alors, pour le premier outil que je voulais vous montrer, c'est le site internet ProRéno. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un site gouvernemental qui a pris la suite un petit peu des dispositifs à l'époque Rage, Programme Pacte. Je ne sais pas si ça vous parle. Et ce site ProRéno est très riche d'outils, de guides. Et comme vous le voyez, vous avez des onglets ressources par lot technique. Et il y a pléthore. Là, je vous ai fait une capture de quelques. Alors, c'est tout petit évidemment, mais une capture de quelques guides, fiches en tout genre qui traitent du sujet de l'ITE, que ce soit en enduit, soit isolant ou bardage. Donc, je vous invite et je vous encourage vraiment à consacrer un peu de temps à aller voir sur le site internet, ce site internet qui est très, très riche d'informations. On est passé un peu rapidement, mais sur les revêtements de façade, un autre outil qui a été développé par la filière bois, financé par le Codifab. Donc, on retrouve cet outil sur le site du codifab.fr, où en fait, on a un référencement de tous les procédés dits propriétaires sur support bois, c'est-à-dire tous les revêtements de façade. Et ça inclut aussi les ETIX et les bardages ventilés, évidemment. Et là, vous retrouvez sous un fichier Excel mis à jour, la dernière mise à jour date de février 2025, où vous avez de lister toutes les solutions existantes sur le marché avec leur domaine d'emploi, leur référentiel et les liens avec les référentiels euh, qui concernent la solution. Donc, je vous invite aussi à aller voir, voilà, de taper, et vous aurez support, donc vous aurez le lien également. Pardon, je m'en mets les pinceaux, oui, voilà. Et juste avant de passer aux questions, les actualités aussi, mais je viendrai peut-être après. Je pense qu'on va plutôt venir aux questions, parce que les actualités, on est sur d'autres sujets. Je ne sais pas s'il y a des questions, entre guillemets, dans la salle. Alors, la salle, c'est pas le terme, mais si vous avez des questions à nous poser, à poser à Frédéric ou à Guillaume, c'est le moment. Vous pouvez les poser directement en prenant la parole et en vous présentant. Il n'y a pas de souci. C'est le moment. Ou alors directement en posant votre question via le chat. Je pense qu'il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant, sauf erreur de ma part. Je vais quand même vérifier pour être sûr, mais je ne crois pas. Il n'y a pas de questions. Moi, j'en ai quelques-unes à poser à Frédéric et à Guilhem. C'est sur les prises de cote. Ça a été évoqué par Frédéric sur la contrainte en termes de préfabrication, de pouvoir effectivement avoir un travail en amont de conception qui est très important. Plus on préfabrique et plus il faut être précis dans la prise de cote. Mais comment vous travaillez, messieurs, sur ce sujet de prise de cote? Est-ce que c'est de la modélisation ensuite, est-ce qu'il y a de la modélisation numérique? Est-ce qu'il y a de la prise de cote par de la photogrammétrie, par du drone, par d'autres outils? Comment vous travaillez sur ces sujets? Donc, il y a deux cas. Comme on l'a dit, il y a le bardage traditionnel et puis il y a la façade ossature bois. On va dire qu'on va commencer par le bardage traditionnel. Nous, depuis plusieurs années, on fait donc de la relevée photogrammétrie qui a une tolérance en fait de plus ou moins 2 cm au relevé.
Donc en fait, c'est un relevé drone. Et après, les façades sont remises à plat. Et en fait, par la méthode traditionnelle, cette tolérance de relevé est acceptable pour nous pour la conception. Pour la façade ossature bois, hein, comme je vous l'ai dit, nous, on s'occupe que de la mise en œuvre, mais de notre retour d'expérience. Donc, c'est le fabricant, c'est l'industriel qui s'occupe de s'assurer que le dimensionnement de fabrication est précis et l'accès au millimètre. Clairement, la fenêtre, elle est à tel endroit, il faut que ça tombe. Donc là, ils font leur propre relevé et ils doivent les garantir. Par contre, nous, on a constaté que pour l'implantation, on avait d'abord fait une implantation manuelle, mais qui a créé on a recommencé. Mais ça, c'est quand on commence, on apprend. Et on envisage pour l'implantation des pattes support avant l'arrivée des façades ossature bois, de les implanter au géomètre. Parce que il faut que ça soit vraiment implanté au millimètre près. Voilà. Donc pour nous, c'est les deux sujets. Donc on peut quand même comprendre qu'à l'avenir, en façade ossature bois, en réhabilitation, euh, l'intervention d'un géomètre avec un relevé très précis deviendra pour nous indispensable. Indispensable. Miguel? Alors nous, c'est un petit peu plus facile, vu qu'on n'est pas sur de la préfa. Voilà, c'est du relevé manuel. On travaille à partir de plans. Et comme on arrive avec des panneaux qu'on vient fixer et qu'on vient recouper, on a moins cette problématique-là. Alors, je ne sais pas s'il y a encore, je tends une perche aux participants si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Sinon, moi, j'en ai encore, mais je ne vais pas monopoliser les questions. Je crois qu'il y en a une, peut-être. Alors, j'ai un certain Florian, bonjour Florian, qui nous dit, donc merci pour la présentation. Actuellement, la pose d'ITE biosourcé sur ERP n'est pas en technique courante. Elle a été étudiée dans le cadre d'un ETN réalisé par Steco. Oui, effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec Socotec, mais donc pas forcément accepté par tous les bureaux d'études. Oui, c'est vrai. Savez-vous si le règlement va évoluer et passer cette pause en technique courante? Alors, je l'ai très rapidement dit tout à l'heure, c'est pour le cas de l'ETN de Steco, pour en avoir discuté avec un représentant de Steco pas plus tard qu'hier soir, il m'a confirmé que leur souhait, c'était de transformer cet ETN assez rapidement en avis technique et que vraisemblablement, il allait être disponible d'ici une année. Donc, il va falloir encore patienter une année pour pouvoir avoir une solution en technique courante pour du bardage ITE sous bardage. Pour l'instant, cet ETN est souvent effectivement retoqué si le bureau de contrôle n'est pas Socotec, parce que les bureaux de contrôle entre eux sont pas très, on va dire, sont pas très collectifs. Et ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, parce qu'on a encore eu, moi j'ai eu le cas encore aussi hier en discutant avec un architecte que pour un projet sur Pornic où le bureau de contrôle refusait la solution ETN de Steco parce que c'était pas Socotec. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, messieurs, des éléments par rapport à ce que j'ai dit. Je me demande si je l'ai pas encore. Enfin, on l'a vu récemment. Enfin, il est sorti il y a quelques mois et on a regardé, mais je crois que ça se limite au bâtiment deuxième famille pour l'instant. Cette solution-là. Oui, Ouais, oui, c'est vraiment oui, deuxième famille, ça, c'est R+1 quoi. Donc oui. même les ERP, je pense que c'est un début d'une évolution dans l'interprétation et on espère que ça va évoluer pour éviter les contraintes des écrans thermiques et d'autres choses pour la partie bardage qui est actuelle. Voilà, on peut espérer que ça va évoluer, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Si. C'est bon? Bon, tu voulais. Moi, moi, j'ai pas assez de connaissances en bardage pour pouvoir répondre. Alors, il y a une question de Jocelyn Dumont. Bonjour Jocelyn. Qui est dans le sens de la discussion qu'on vient d'avoir. Savez-vous si les concurrents de Steco, Pavatec, Dutex, Isonat, voilà, on les aura tous cités comme ça, ont prévu effectivement un ETN ou avis technique? À ma connaissance, l'ETN, non. L'avis technique,
j'ai pas connaissance aujourd'hui de démarches similaires, pour être franc avec vous. Donc, ah pardon, il y avait aussi une autre question avant, mais excuse-moi, Antoine Charbonnier, pardon, je vais reprendre la question avant. Donc, non, à ma connaissance, pour l'instant, pas de démarche similaire à Steco. Et on peut se poser la même question aussi pour d'autres isolants biosourcés industriels. Je pense évidemment à Biofib, Trio de la Cavac. Je crois qu'il y a un représentant de Biofib Isolation, la Cavac Biofib Isolation qui est présent. Je ne sais pas s'il souhaite prendre la parole à un moment donné, mais s'il est encore présent et s'il souhaite évoquer si avec leur solution il y a cette démarche, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Ils peuvent le faire de vive voix ou dans le chat également. Bon, je vais continuer. Donc, autre question d'Antoine Charbonnier. En fin de présentation, Isor a énoncé ses perspectives et a abordé le sujet de la démontabilité des ouvrages. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Merci. Frédéric, si tu as des choses à préciser là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, forcément, c'est les prémices, mais la démontabilité, en fait, aujourd'hui, c'est que, par exemple, pour des panneaux stratifiés en bardage, on utilise énormément de rivets. Donc, pour démonter un rivet, il faut percer dans le rivet. Voilà, c'est un sujet simple, hein. On doit démonter le rivet par le percer, alors que si on avait utilisé une vis, en fait, on peut dévisser et potentiellement, cette vis-là, elle est réutilisable. Alors, c'est un sujet très, très, très simple, mais ça en fait partie. Aujourd'hui, il y a aussi des produits. Nous, on a co-conçu un produit qui s'appelle le RF Céram, qui se pose c'est des carreaux de carrelage en fait en façade. Et on peut imaginer dans 50 ans ou dans 70 ans qu'on faudra peut-être faire une réhabilitation sur cet élément-là. En fait, c'est des carreaux qui pourront être restockés sur palette, soit pour être utilisés en pose carrelage ou reposés sur la façade, parce qu'ils seront encore utilisables. Et c'est aussi d'essayer de standardiser euh, aussi nos process, parce qu'aujourd'hui, il y a 150 000 références de vis, mais essayer aussi peut-être demain d'avoir qu'une référence, parce que de chantier à un chantier, on pourra la réutiliser et éviter que des boîtes de vis où il reste 150 vis et en fait on n'en fait rien, elles partent à la poubelle. En fait, si c'est toujours la même vis sur chacun de nos chantiers, elles seront plus utilisées, moins de déchets et réutilisables. C'est un peu tous ces éléments-là et on challenge aussi les fournisseurs. C'est-à-dire, par exemple, sur les enduits mains sur isolant, on leur explique, mais comment demain, si on doit démonter cette isolation-là dans 50 ans, comment ça va se passer? Et voilà, c'est ces sujets-là qu'on est en train de pousser euh, pour les 5 ans à venir. Merci. Une dernière question de Pablo Calero. Bonjour, j'ai cru comprendre que les exigences en propagation feu de l'intérieur vers l'extérieur ou vice-versa, pour les FOB avec isolant biosourcé, allaient évoluer, alors plutôt à la hausse. Avez-vous des précisions sur ce sujet? Euh, alors moi, j'en ai quelques-unes. Effectivement, l'arrêté qui a été cité tout à l'heure, l'arrêté de 86 portant sur la réglementation incendie, à la fois sur les ERP et les logements est en cours de réécriture. Normalement, on aurait dû avoir une publication du nouvel arrêté pour les ERP fin juin. Je vous avouerai que je n'ai pas vu d'informations passer. Donc, est-ce que le nouvel arrêté a été publié? Je ne sais pas. Concernant les logements collectifs, ce nouvel arrêté est prévu pour fin de cette année, fin 2025. Et pour répondre à la question, fort à penser qu'il va y avoir des exigences plus fortes de protection au feu, en particulier sur la question de la mise en œuvre d'écrans thermiques côté extérieur dès la deuxième famille pour les logements collectifs. Pour les ERP, il n'est pas question pour l'instant pour les ERP inférieurs à 8 mètres d'avoir cette exigence-là, mais pour les ERP supérieurs à 8 mètres, il faudra penser qu'on aura aussi des exigences d'écrans thermiques extérieurs aussi. Et un point assez important, il n'est pas impossible qu'on ait aussi, dès la deuxième famille, pour le logement, aussi l'incorporation d'un écran thermique intérieur qui serait solidaire de l'ossature bois. Donc là, je ne vous parle pas de la cloison intérieure, je vous parle bien d'un écran thermique supplémentaire côté intérieur solidaire de l'ossature qui serait envisagé. Alors pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Dès la deuxième famille, comme je vous disais. Donc là, on risque d'avoir beaucoup plus de plâtre
ou de matériaux équivalents pour encapsuler l'ossature bois. Et pour les bardages ventilés, on risque aussi d'avoir des exigences de protection par rapport à la propagation au feu par l'extérieur plus importantes, à savoir des bandes d'obturation. Alors, l'obturation lambdaire, c'est déjà le cas. Les déflecteurs horizontaux, c'est déjà le cas. Mais on risque aussi d'avoir peut-être des déflecteurs verticaux. Alors, des bandes de recoupement, ce seraient des bandes de recoupement verticales au niveau du bardage avec des matériaux à combustible, donc des bardages à combustible. Donc, ça risque de complexifier fortement le bardage ventilé sur support FOB dès la deuxième famille. Je ne sais pas si Frédéric, tu souhaites Oui, rajouter. c'est malheureusement notre constat d'aujourd'hui, c'est que toutes ces réglementations par rapport à l'incendie en bardage ventilé, en fait, augmentent le nombre de matériaux à poser. Donc, chaque matériau a un poids carbone. Et bon, voilà, c'est sûr, on veut pas dire ça se fera pas, mais nous, des devis carbone qu'on fait aujourd'hui, quand on met un isolant biosourcé, on voit qu'on aggrave l'empreinte carbone de la construction. Par contre, on voit là avec les derniers jours qui sont passés avec les fortes chaleurs, comme qu'on calculait le coût du chauffage par rapport à la résistance thermique, à mon avis, il va falloir aussi regarder le déphasage, c'est-à-dire les climatisations qui vont sûrement se développer parce que les personnes vont vouloir climatiser leur logement. Il faudra regarder le côté déphasage. Donc, il y aura un coût carbone, a priori, qui va être plus important pour utiliser des isolants biosourcés. Mais grâce à leur déphasage, peut-être qu'il y aura un gain sur la climatisation et sur la fraîcheur du logement. Et donc, il y aura un calcul à faire de l'empreinte carbone supplémentaire, mais qu'est-ce qu'elle apportera en cas de canicule de plus en plus importante, hein. Non, je sais plus, en 2050, 40 nuits au-dessus de 20 degrés. Donc, je pense que ça, dans les années à venir, ça pourrait avoir un impact. Voilà, mais faut se tenir en veille et puis il faut un peu regarder un peu au fond des choses, les plus et les moins de chaque solution. Merci. Je ne sais pas si Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose, ou même Frédéric, avant qu'on puisse conclure ce webinaire. Non, merci, merci à tous. Pareil, de même, merci à tous. Frédéric, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant de conclure? Non, c'était très bien. Très bien. Eh bien, juste avant de se séparer, je voulais en quelques mots vous annoncer un petit peu les actualités, les événements à venir pour la filière, les filières biosourcées. Alors, ça commence dès la semaine prochaine, en fait. Alors, pardon, c'est un petit peu fouillon là, le slide que j'ai mis, mais le collectif biosourcé Pays de la Loire, dont Fibois fait partie, organise les prochaines universités d'été qui auront lieu le mercredi prochain, 9 juillet, à Benay. C'est pas très loin de Pontchâteau, Savenay. Et vous êtes évidemment tous cordialement invités. Donc, ce sera un événement organisé en partenariat avec le PNR de Brière. Et l'idée, c'est de mettre en avant les dynamiques de territoire. Donc, on aura aussi des interventions d'élus et puis de représentants d'élus avec le réseau Brudel qui représente des collectivités engagées sur le développement durable dans l'Armorique, la Bretagne historique. Et voilà, c'est un événement qui est assez intéressant que je vous invite à regarder de près. On a une soixantaine d'inscrits, donc n'hésitez pas, il y a encore quelques places. Toujours pour les quelques événements avant les vacances d'été, Fibois organise aussi une visite de chantier Promenons-nous dans le bois sur 2 surélévations bois sur Nantes. Donc vous pouvez aussi vous inscrire, c'est le 11 juillet matin. Donc n'hésitez pas, fin de matinée même. Donc n'hésitez pas vous inscrire. Et puis pour la rentrée, on vous donne rendez-vous sur un autre événement important du collectif biosourcé qui s'appelle Place aux biosourcés, qui est un espèce de mini-salon autour des acteurs économiques, fournisseurs, industriels de produits biosourcés. Cet événement aura lieu le 23 septembre sur toute une journée à l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes. Il y aura également des démonstrations, des conférences d'architectes. Et voilà, vous êtes évidemment cordialement invités. Et pour 2026, notez déjà dans vos tablettes le prochain Carrefour international du bois qui aura lieu les 2, 3, 4 juin prochains. Notez-le d'ores et déjà. Et sinon, écoutez, je vous remercie pour votre participation, votre présence et vous souhaite un très bel été. Et on vous dit à très très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.